J'ai la place, hein, parce que... Bon, on peut commencer. Alors, on m'a dit de pas bouger. Alors, vous inquiétez pas si je l'air un peu statique de temps en temps. C'est juste que j'ai pas le droit de bouger à cause de la vidéo, hein. Mais pas de souci, tout va bien. J'ai pas de crampes. Je vais pas m'évanouir. Ça va? Ouais, vous êtes un peu sage quand même, hein. Je me disais, ils sont pas très dissipés, hein. Vous allez voir, nous, on est plus dissipés que nous, en fait. Donc, l'idée, c'est un peu de vous raconter tout ce qui se passe dans la belle vie de la joyeuse équipe SNCF, et tout le joyeux désordre qu'on peut générer pour produire des choses qui vont faire des gros smiles à nos clients, en fait. Donc, on a pris un opéra rock. Donc, pour construire quelque chose d'un peu rock'n'roll, il nous faut une troupe qui va décider de monter le spectacle. Donc, la troupe, j'ai fait un petit chouchou là, ça vous parle. C'est évidemment la SNCF qui va décider de monter un spectacle. Et ce spectacle, il va mettre en scène trois personnages. Donc, pour nos personnages, on va avoir quelque part chef d'orchestre. Chef d'orchestre, imaginez un peu différemment, management, des donneurs d'ordre. Alors, beaucoup, hein. Le projet aujourd'hui, il est sorti, il est là, il est grand public, c'était petit bébé de président, il aime beaucoup. Et donc tout ce qui se situe au-dessous, c'est manager, ce qu'on appelle dans le super jargon agiliste, lean startup stakeholder. Et tous ces gens-là, ils ont un mot à dire, ils veulent décider et ils veulent que le produit soit à eux. Voilà. C'est cool. Donc il n'y en a pas un chef d'orchestre, on en a à peu près 50. Ça ne marcherait pas dans un vrai orchestre en fait, mais là on va essayer de le faire marcher. Évidemment, en dessous, on fait un spectacle, donc on a besoin de musiciens, on a besoin d'un groupe de musique. Alors tout ça, ça va être les gens qui travaillent. Ils sont pas tout à fait, ils répètent pas dans la cave, mais c'est pas loin. C'est ce qu'on va appeler des développeurs, des testeurs, des gens qui construisent le produit. Et évidemment, beaucoup plus gros, le principal, parce qu'un spectacle qui fait un bid, ça le fait pas. Le public, les utilisateurs qui vont s'en servir de ce truc-là. Donc on va parler d'abord un petit peu de nos amis managers. Je vous ai dit, ils sont nombreux. Ils n'avaient pas vraiment l'habitude de se parler, ces gens-là, hein, parce qu'ils avaient réussi à acquérir pendant de longues années de SNCF un certain niveau d'autonomie. On va parler d'applications mobiles tout à l'heure. Ils se posaient chacun dans leur entité d'une application mobile bien à eux, sur laquelle ils avaient le droit de décider, ils avaient le droit de la peindre aux couleurs qu'ils voulaient, d'y mettre un petit peu les services qu'ils voulaient dedans, de faire tout ce qu'ils avaient envie. Tous ces gens-là, il va falloir les faire bosser ensemble. On va pas dire pour la première fois de leur vie, mais pas loin, pour essayer de fabriquer quelque chose de cohérent. Emeline a parlé un petit peu de notre super groupe de rock. Alors notre super groupe de rock, c'est un peu pareil, c'est comme si on mélangeait le musicien classique qui bosse à l'Opéra Garnier avec un gars sorti de Led Zeppelin dans les années 70 et David Guetta de l'autre côté. Ça ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire des gens d'une entreprise avec une culture SNCF qui sont habitués à travailler d'une façon. Des gens qui communiquent beaucoup sur leurs capacités d'agilité aujourd'hui, qui sont représentés par Voyage SNCF Technologies, et donc qui estiment avoir une certaine maturité dans le monde de l'agilité, la réalisation, le DevOps, etc. Et de notre côté, une agence. Il y a des gens qui côtoient des agences au quotidien, agences de com. Ouais, vous savez comment ils bossent? Management top-down, esclavagisme des gens qui bossent, vous n'avez pas le droit de décider, ce que vous faites, c'est pas bon, il n'y a que le chef qui décide, tout le monde veut décider là-dedans, et personne ne sait vraiment ce qu'il est en train de faire. Alors la culture agile, on est un petit peu loin en fait. Donc on est un petit peu loin partout, et tous ces gens-là, il va falloir les faire bosser. Et alors, le dernier, c'est un truc qui jusqu'à présent, il était un petit peu étranger en termes de notions. Ceux-là. Alors ceux-là, bizarrement, ils sont nombreux. Dans le cadre de ce qu'on fait, on estime que ceux-là, ils devraient ces gens-là, là, ce public, ils devraient atteindre 8 millions de personnes. C'est les objectifs. C'est pas mal pour un concert. Ça fait beaucoup de monde. Et bizarrement, ceux-là, j'ai l'impression que
tous nos amis qu'on a vus précédemment, ils leur parlent pas souvent. C'est normal, hein, les rockstars, ils rencontrent pas souvent le public. Tout le monde n'a pas droit au pass backstage. Bah là, c'est un peu le cas. Et pourtant, si on veut qu'ils soient contents, il va falloir leur causer un petit peu. Donc, on va regarder un petit peu le spectacle, monter un petit peu cette histoire de show. Le show, c'est ça. Alors, évidemment, vous avez peut-être téléchargé un petit bidule sur votre téléphone Android ou sur votre téléphone iOS, ou pas, un petit bidule qui s'appelle SNCF. Il ressemble pas à ça si vous l'avez téléchargé. Parce que vous êtes là, donc vous avez fourni un effort, il fallait que je fasse aussi quelque chose pour vous. Donc, il ressemblera à ça bientôt. Très bientôt. Semaine prochaine. Mais vous voyez, il y a des petits trucs dans le coin aussi assez rigolos. Ils sont cachés, ils sont un peu flous parce que, évidemment, la montre, elle n'existe pas. Donc, mais ça va arriver. Alors, le challenge du projet, quand je suis arrivé, c'était pas si évident que ça parce que, bizarrement, dans une entreprise qui n'est pas habituée au contact direct sur la partie digitale, au contact direct avec ses utilisateurs, avec ses clients, dans le monde du digital, avait pourtant un objectif, un seul, c'est ça. On m'a dit qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui ferait réussir ce produit? C'est des étoiles sur les stores. Utilisateur content. Ah ouais, alors là c'est chaud. Là. C'est un peu la misère quand même. Parce que utilisateur content, mais en même temps utilisateur à la base, je sais pas trop comment lui parler, mal barré. Donc on va commencer par le début. On doit faire un spectacle. Pour faire un spectacle, on a besoin de quoi en premier? À votre avis? Une troupe. Sans musicien, pas de spectacle. Alors la troupe, compliquée, je vous ai dit, elle vient de 3 endroits différents, 3 cultures différentes. Il allait falloir la faire bosser. Alors j'ai mis un petit mot en dessous parce que j'aime bien les petits mots, surtout quand on a fait de l'over-marketing sur les petits mots. Feature team, super magique. Alors feature team égale je vends un consultant, 3 coachs, youpi hurrah et recette magique et ça va marcher. Sauf que quand on regarde dans la vraie vie, feature team... Alors, moi, je vais essayer de vous expliquer ce qu'elle fait un peu, cette troupe. Elle est là. Ils ont l'air sympas. On peut l'air méchant. C'est les vrais, hein. Non, qu'est-ce qui... De mémoire, celle qui a des marques de coups, elle dormait, elle s'est réveillée d'un seul coup violemment chez elle. Elle n'était pas réveillée, elle a trébuché, elle s'est cognée à la porte. C'est ce qu'elle a dit. Après, est-ce que c'est ce qu'elle a fait? Ça, j'en sais rien, on n'est pas allé vérifier. Ici, là, l'équipe, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'appuyer pour la première fois sur le bouton déploiement. Je livre aux utilisateurs. Ça, c'est Feature Team. C'est cette équipe-là. Elle a beaucoup de personnes à l'intérieur. Elle a ses managers à l'intérieur. Il faut savoir que ce qu'on appelle le management du projet, il est aussi là. Il n'est pas enfermé dans un bureau. Il est aussi en train d'appuyer sur le bouton. Et elle a tout ça dedans. Ça fait beaucoup de people. Elle a des designers d'expérience utilisateur. Elle a des gens qui se nomment directeur artistique, mais j'aime pas trop le nom parce qu'il y a un directeur dedans, c'est moche et tout. Donc elle a des gens qui ont une vraie expérience de graphic design. Elle a des copywriters pour faire du wording, parce qu'on a une application, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle écrive des choses, il faut que les gens lisent. Elle a des développeurs iOS parce qu'on fait des choses avec iOS. Elle a des développeurs Android parce qu'on fait des choses avec Android. Elle a des développeurs back-end parce qu'on a beaucoup de back-end à construire. Et elle a des testeurs parce qu'on ne veut pas que les 8 millions de personnes qui représentent le public ils repartent fâchés parce que c'est farci de bugs. Ça vous parle? Vous avez tout ça dans vos équipes? Ou la moitié? Je coupe ici? Ah, par hasard, hein, j'ai fait au pif, hein, j'ai coupé la télé, j'ai pas fait exprès. Ou je descends encore un peu. Hein, et puis j'ai séparé aussi mes développeurs front-end et mes développeurs back-end.
Et puis j'ai pas oublié un truc là. Le PO, mais le PO il fait pas le produit. Le PO il va aider à ce que l'équipe comprenne bien le produit qu'elle doit construire et quel est le meilleur sens. Mais il le fait pas. Il n'y a pas d'architecte. Vous avez vu une direction technique? Opération, supervision? Il n'y en a pas. Ben non. Parce que c'est eux en fait. Donc quand on parle de feature team, cette équipe-là, elle est capable de parler à son product owner pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les priorités de nos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit, comment ils l'ont dit, et elle a entière autonomie pour construire son produit et au bout de 2 semaines, le donner aux utilisateurs qui vont s'en servir. J'ai bien dit entière autonomie. Les gens qui sont là, ils décident de ce qu'ils vont faire. Ils décident comment. La validation des maquettes. Ça parle à tous les gens qui bossent dans l'IT, ça. Qui valide les maquettes? En général. Le marketing. Sauf que, au marketing, ils valident des maquettes et des expériences utilisateurs. Moi, j'ai vu le marketing la première fois, je les ai rencontrés, ces gens-là, ils sont très intéressants et ils semblent avoir énormément de savoir. Ils savent beaucoup de choses sur le client, la connaissance, mais ils valident les maquettes. Le problème en général, c'est que le marketing, j'ai pas vu quelqu'un qui ait fait les beaux-arts dans le marketing. J'ai pas vu quelqu'un qui ait fait une école de design industriel. J'ai pas vu dans le marketing quelqu'un qui ait fait des études particulières liées à l'expérience utilisateur. Donc en gros, le marketing qui valide ces fameuses maquettes n'est pas plus qualifié que le gars à l'intérieur du CNIT à la Défense, puisqu'on est au CNIT à la Défense, qui est en train de s'occuper de la propreté des sols, des locaux. Ils sont tous les deux aussi qualifiés pour valider les maquettes. La meilleure solution dans ce cas-là, c'est laisser valider les maquettes aux experts. Et on les a dans l'équipe. L'architecte dans sa tour d'ivoire, il est tellement dans sa tour d'ivoire que ça fait 10 ans qu'il n'a pas codé, le gars. Et puis il n'a pas le temps, il passe tellement de temps à faire des schémas d'architecture techniques compliqués, avec des outils hyper balèzes, qu'il a oublié de regarder la moitié des technologies qui étaient arrivées sur la planète. Qu'il y a 10 000 architectures qui vont échapper. Donc pour faire une appli moderne aujourd'hui, lui aussi, il lui reste à peu près autant de compétences que notre super petit gars qui s'occupe de la propreté du sol en bas du CNIT. Et si ça continue, vous allez me dire, on va embaucher le gars qui fait le sol en bas du CNIT et puis on va le mettre PDG parce qu'il est trop balèze, il sait tout valider aussi bien que ces gens-là. Donc on n'en a pas, c'est pour ça qu'on n'en a pas, parce qu'on fait confiance aux experts qui sont dans l'équipe pour réaliser et c'est ça qui leur donne l'autonomie et aussi la possibilité de réaliser, d'avoir un vrai produit au bout d'une itération, sans circuit de décision parallèle, d'espèces de perturbations, d'espèces de bruits bizarres, de gens qui pensent pouvoir décider, intervenir, interférer au sein de cette équipe. Elle a son autonomie, on lui fait confiance. Bien sûr, elle peut se planter. Et après, si elle se plante, elle va réparer. Si on n'essaie pas de lui faire confiance, on ne saura jamais si elle est capable. Donc, cette équipe, c'est elle qui va réaliser. Alors, il y a un truc avec cette équipe. On parle de musiciens, j'ai parlé de musique, il y a des raisons. Dans la musique, en groupe, ils jouent ensemble. Pour jouer ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde, on se parle. À un moment donné, comment on sait si le guitariste du groupe de rock il va finir le solo ou si il va continuer pendant 8 mesures de plus? Est-ce que vous savez comment c'est ça? En général, le guitariste, il est tourné vers le batteur et au moment où il finit son solo, soit il lève, soit il baisse la tête de la guitare. On sait que le solo est fini et que le reste du groupe peut reprendre. Vous avez vu un ordinateur bouger, dire je suis prêt, j'ai fini, ça vous parle? Un mail, j'ai fini, salut, non. Donc on va commencer par enlever les ordinateurs tant que possible.
L'ordinateur, c'est bien, c'est moderne quand on sait s'en servir. Il y a des fois où c'est hyper utile, sauf quand on doit communiquer. Quand on doit se parler, quand on doit faire quelque chose de cohérent ensemble, l'ordinateur, c'est une espèce de mur, puisqu'on est dans la musique. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. L'ordinateur, il est au milieu, il y a les gars d'un côté et les autres de l'autre. Donc, si on pète le mur, on va pouvoir se parler. Donc, tant que possible, on a enlevé tout ce qui était électronique pour utiliser des vrais post-it, des vrais feutres. Elle n'a pas l'air traumatisée. Elle est en train d'écrire ses tâches, elle a l'air contente, elle a les post-it bleus parce que c'est Madame iOS. Madame iOS, elle a les post-it bleus, messieurs Android, ils ont les post-it verts et messieurs backend, ils ont les post-it jaunes. Ah bah, ils n'ont pas l'air fâchés, ils écrivent bien leurs post-it. Et tous nos amis CréaUX, ils ont les post-it roses parce qu'il y a beaucoup de filles en fait. Les filles aiment bien le rose, donc ils ont les post-it roses. Et ils écrivent ça sur le post-it. Et bizarrement, tout le monde voit très bien ce qui se passe dans le truc. Tout le monde passe devant, on a des grands murs, c'est joli, ça fait de la couleur. L'open space est moins gris, c'est gai, il y a plus de soleil, c'est chouette. Et ça marche. Deuxième truc. On a dit qu'on livrait. Donc, on livre. On livre, ça ne veut pas dire on envoie une recette pour tester. Ça ne veut pas dire on demande la mise en production. Ça ne veut pas dire on a fait un packaging de notre produit et il est prêt à donner au client. On a dit livrer. Imaginez, on vous dit je vous envoie un colis et puis ça s'arrête quand le colis est arrivé à la poste, quoi. Vous allez être un peu fâché, non? Ah oui, ça ne s'appelle pas livrer, ça. Ça s'appelle déposer le colis à la poste. Livrer, ça veut dire le destinataire du colis, il a son colis dans la main. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a choisi de livrer toutes les 2 semaines, mais de livrer vraiment. De livrer sur la production, de livrer à des vrais utilisateurs en sortie. Donc il faut que ça marche. Et ça, c'est pas après la 3e itération, c'est pas après la 4e, c'est pas après la 5e, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit après la 5e. Pourquoi? Il y a 0 raison, et pourtant, je vous rappelle, je fais un retour. On a une application iOS, on a une application Android, et on a l'intégralité d'une stack middleware censée unifier l'espèce de capharnaüm d'une entreprise entière depuis fragmentée depuis des dizaines d'années. Et pourtant, après 2 semaines, on a un produit. Donc c'est pas impossible. Alors comment on fait? J'ai mis plein de mots marketing en bas, c'est la classe un peu. Ça fait presque, en fait, c'est pour faire les hashtags sur Twitter après. Si vous n'avez pas d'idée, que vous voulez que la présentation soit bien relayée, vous pouvez tous les noter, ça marche et tout. En termes de marketing viral et tout, ça passe super bien. Donc c'est utiliser les bons outils pour faire le bon travail. Et c'est là que, heureusement, notre ami architecte est resté dans sa tour en train de faire ses dessins. Et heureusement qu'on ne l'a pas écouté. Parce que sinon, on nous aurait dit, bah écoutez, ouais, on a fait le super dessin, alors ça va fonctionner comme ça. Super, elle est belle, hein. C'est carré, tac, tac et tout, ça marche trop bien l'architecture. Bon, problème, il faut que je change ça en 15 jours. Aïe, 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 ouais, non mais attends, t'as pas compris, il faut que tu changes la partie orange, donc si tu veux changer la partie orange, tu as une partie grise qui se situe au-dessus, il va falloir que tu la touches aussi, mais celle-là, ça prend peut-être un peu plus de 15 jours, puis tu as oublié la partie rose qui est à côté, puis la partie bleue, attends, peut-être que ça va bouger, puis en fait, il y a la partie orange au-dessous qui va être touchée, puis la partie violette sur le côté, tu n'y as pas pensé, et alors là, gros désordre. 3 mois, quoi. Et pourtant, la plupart des architectures de produits sont fabriquées comme ça aujourd'hui. Des espèces de machins monolithiques, là. Des super... généralement, on fait Java, c'est cool. Tout le monde fait du Java. Web app, dans Tomcat, encapsulé, la classe et tout, avec des jars, des machins, des bidules. Super génial. Et le truc, il y a 25 services sur la web app. Super, il faut faire bouger le truc, il faut 3 mois, en fait. Et puis, non-régression pendant 8 semaines derrière. Et puis, on n'a pas livré. Donc on a dit, bon, et ça, à plus, on va pas faire comme ça, on va faire plutôt différemment avec des microservices. Bon, microservices, ça parle à tout le monde,
À qui ça parle pas? Oh là là, il y a plein de techos ici. Hein. Aïe aïe aïe. Donc, microservice, en gros, je fais simple, ultra vulgarisé. Hein. Une application, il y a un service à rendre au produit, une question, une réponse, on fait une appli. Et ça, c'est autonome, je peux le livrer tout seul, je ne fais pas des adhérences avec les copains. Donc, en fait, ce qu'on a construit dessous, c'est plein de toutes petites applications qui sont tranquilles, qui sont autonomes. Je peux en arrêter une, je n'ai pas bousillé les copains. Je peux en remplacer une autre. Si j'ai plus d'utilisateurs qui consomment un service en plus, bah, j'en mets plus, j'en mets moins. Et ça, pour chaque service. Alors là, urbaniste old school, architecte qui ne s'est pas réveillé depuis quelques années, il fait oulala, là là, il se met les mains sur la tête. En plus, évidemment, on a dit le bon outil pour le bon job. Donc, oublie Java, fais du Play 2, fais du Redis, fais du Node.js, ou voilà, gros mot, attention, JavaScript sur le serveur, grossièreté, on a insulté les gens. Enlève tes oracles et mets des MongoDB, utilise plein de choses bizarres, sort tes services et mets des WebSockets partout. Ils sont dissipés les développeurs. Mais c'est pas grave parce qu'on leur fait confiance. Donc, ok, ils sont peut-être un peu excentriques, peut-être qu'ils sont juste renseignés de ce qui se fait aujourd'hui. Mais on va construire comme ça. Ça permet effectivement de toucher les choses tous les 15 jours, sans tout péter. Toutes les 2 semaines, on va arriver, on va produire quelque chose de nouveau. Et on va y arriver. Maintenant, ces microservices, il faut les poser quelque part. Il y a beaucoup qui ont des produits informatiques? Oui. Tous ceux qui, en fait, n'ont pas levé la main quand j'ai demandé si quelqu'un ne connaissait pas les microservices. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'héberger quelque part, tout ça, il faut le poser quelque part. Et là, c'est la galère. Et vous imaginez, manuel d'opération, il faut faire des mises en production, il faut appeler des gens, il faut leur donner un manuel, il faut suivre la procédure, remplir le formulaire A38, le formulaire A39, le manuel de supervision, etc. Bon, on peut faire autrement aussi. On peut aller là-bas, sur l'image. Héberger dans le cloud, c'est pratique. Parce que vu que j'ai fait plein de petites applications, bah, je peux en faire une demain, je lui pose une machine virtuelle et j'en ai une, j'en ai plus besoin, hop, je l'enlève, elle n'est plus là, c'est fini, elle ne m'embête plus. J'ai besoin de mettre 10 instances de mon même service parce que j'ai beaucoup de personnes dessus, ben, j'en mets 10. Si le lendemain je m'aperçois qu'en fait j'avais pas besoin de 10 mais j'en ai besoin de 100, ben, j'en mets 100. Et en fait si j'avais besoin de 2, j'en mets 2. Et je peux faire évoluer les choses comme ça tous les 15 jours, je peux avoir une infrastructure assez organique qui bouge tous les 15 jours et ça continue à marcher. Et j'ai pas besoin de commander des machines, me demander si chez Dell il faut que je prenne un octa-core ou un quad-core pour faire ma machine, s'il faut que je change mon réseau pour savoir si ça va aller. Non, ben en fait j'appuie sur les boutons, je bouge les curseurs et j'ai ce que je veux en quelques minutes. Et ça c'est pratique quand on veut livrer quelque chose tous les 15 jours. Alors, allez, le plus gros marketing aujourd'hui, celui qui fait du buzz aujourd'hui, il y a des gens qui font des tracks entiers pendant des heures sur ce sujet-là. C'est ça. DevOps. Ah, c'est la classe, hein, DevOps. Hein. Le problème, c'est que je pense qu'il y en a un qui devrait se fendre dans un article Wikipédia pour expliquer ce que ça veut dire. Parce que j'ai comme l'impression que DevOps, c'est un peu flou ce qu'il y a derrière, ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire DevOps? Alors, dans la majorité des cas, moi là où j'ai vu DevOps, j'ai pas vu DevOps en fait. J'ai vu Dev plus Ops. Il y a des gens qui gomment le plus et ils disent ah, t'as vu, c'est DevOps. C'est quoi DevOps? En fait, DevOps. Ah ouais, mais t'as vu, les développeurs, ils ont parlé aux gens qui opèrent la plateforme. Ah, ils sont parlé. Ouais. C'est pas mal. Donc, c'est DevOps. C'est cool. Ah, j'ai mis des automates, j'ai mis un bouton pour aller en production. Donc, c'est DevOps. Bon, par contre, les développeurs n'ont pas le droit d'y toucher. Ah oui. Ouais, c'est DevOps. Sauf que ça, avec ça, je ne sors jamais tous les 15 jours. Ça va marcher. DevOps, ouais. Mais dans cette équipe-là, les développeurs, bah, ils ont accès à la production. Et c'est eux qui ont construit leur infrastructure. Ils ne connaissaient pas, quand ils sont arrivés, quand on a commencé, ils ne savaient pas ce que c'était Amazon Web Services. Ils ne savaient pas ce que c'était un cloud.
Ils ne savaient pas ce que c'était une VM, ils ne savaient pas comment travailler avec, ils n'avaient jamais vu ce qu'on appelle Elastic Load Balancer, ils ne savaient pas ce que c'était du provisioning en dynamique de machine. Ben, ils ont appris en fait. Ils ont appris, puis ils ont regardé, puis c'était sympa. Puis au bout d'un moment, c'était plus que sympa, c'est devenu cool. Puis après, c'est devenu carrément classe parce qu'on pouvait faire des trucs super bien avec. Et puis c'est devenu même carrément mieux que ce qu'ils connaissaient jusqu'à maintenant parce que c'était flexible, que ça leur permettait de faire des choses, de tester des infrastructures. Et puis il n'y avait plus de mise en prod. Parce qu'en fait, on faisait un clone de la machine précédente et c'est parti. On rebranche les câbles dessous et c'est production. Et hop, on appuie sur le bouton, on se cale et hop, ça fait plus d'utilisateurs. Youpi! Combien de fois ça foire la mise en prod parce que l'installation n'a pas marché? Là, j'en ai plus. Parce qu'en fait, le processus pour passer du dev à la prod, c'est juste recablé. Et c'est toujours le même. Il y a des petites évolutions quand j'ai augmenté d'une machine, mais c'est tout petit et je ne fais pas de bêtises avec. En fait, j'ai choisi cette photo-là. C'est sympa l'open space. Ça m'aise bien. Ce jour-là, c'était le jour de la sortie. Et ils ont constaté un problème critique, grave, en prod. D'habitude, il ne ressemble pas à ça l'open space. Un problème critique grave en prod. Il y a l'armée de managers au milieu de l'open space, en train de poser des questions que eux seuls comprennent, et d'ailleurs, heureusement. Il y a les pauvres développeurs en train de pleurer et de dire mais quand c'est qu'il va me lâcher la grappe et de faire bêtise sur bêtise parce qu'il y a le manager sur son dos qui lui pose que des questions qu'il ne comprend pas. Et tout le monde est stressé. Bah là, en fait, ils n'ont pas l'air trop stressés. Hein. On s'est amusé à plonger dans la piscine à balles. Ouais, les autres, ils se marrent. Il y a le graphe de prod là-bas qui est en train de faire la tête sur une ou deux machines qui vont pas bien. Et puis, il y a les copains qui ont réparé, quoi. Ils ont sorti la machine qui coinçait un petit peu, ils ont sorti de la grappe, ils ont cloné deux machines en attendant pour que ça continue à travailler et que l'utilisateur ne voit rien. Ils ont patché la machine et ils ont remis la machine. Et c'est parti. Et 10 minutes plus tard, il n'y avait plus de bug de prod. Et l'utilisateur, il n'a rien vu. C'est intéressant, ça. Pourtant, d'habitude, on dit, tiens, mais les développeurs, c'est des inconscients. On ne va jamais leur laisser toucher à la prod. Pourtant, depuis que c'est sorti, bizarrement, V0, le truc qui sort, il est ouvert au client en vision utilisateur, il n'a pas eu d'anomalie. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas eu d'interruption de service. Ils ne sont pas plus géniaux que des développeurs que vous avez chez vous. Le jour de la sortie, ils ont fait ce qui équivaudrait aujourd'hui à 50 mises en prod. Parce que la plateforme, on a beau faire des tests en théorique, le jour où elle prend la charge sur la tête, elle se comporte différemment. Le jour de la sortie, 50 mises en prod. Et l'utilisateur, il n'a pas vu de bug. Qu'est-ce qui se passe en général si on fait ça sur une appli avec une mise en prod normale? On coupe le service. Nous sommes désolés, revenez plus tard. Merci messieurs. Alors la catastrophe, investigation, où sont mes logs? Attends, les logs, tu peux pas y avoir accès. Ah non, mais c'est les logs de prod que tu veux. Oulala, attends, fais une demande pour avoir tes logs de prod. Tu vas peut-être pouvoir les analyser. Ah non, non, oula, tu veux ça sur la machine? Ah non, mais ça, t'as pas le droit d'analyser, t'as pas le droit d'y toucher. Là, tu peux pas l'y mettre. 3 semaines plus tard, on remet peut-être en prod. On réouvre le service. Là, c'est sorti, l'utilisateur, il n'a rien vu. Donc, ok, on prend tout ça, on travaille comme ça. C'est cool? C'est pas mal. Donc, un truc. Comment on va vérifier, pendant qu'on construit notre produit, que ce qu'on fait, ça va sur la bonne voie? N'oubliez pas quand même nos espèces de vingtaine de stakeholders là-haut qui disent « Non mais moi je sais, hein. L'utilisateur il veut ça. » Enfin, non, l'utilisateur, enfin non, il faut faire ça. Donc tu vas le faire, il faut faire ça. Je ne vous cache pas que le premier jour, on m'a donné une liste de fonctionnalités, une espèce de EB, expression de besoin, spec. C'était intéressant. Hein. Ça, il y a 140 fonctionnalités. Et c'était assez rigolo. Et le plus rigolo dans ces 140 fonctionnalités, c'était la tête des managers quand je les ai imprimées, je les ai déchirées, je les ai mises à la poubelle. C'était le deuxième jour de la mission. Ça, c'était marrant, en fait. Enfin, pas pour eux, mais au début, c'était marrant. Moi, j'ai bien rigolé, en tout cas. Le truc, c'est effectivement, on fait une appli pour 8 millions d'utilisateurs. Il n'y a personne de mieux placé que ces utilisateurs pour savoir ce dont ils ont besoin.
Comment on va faire? Nous, on a choisi de les inviter. Dès le premier jour, avant de commencer à développer, on est allé chercher des vrais utilisateurs. J'ai bien dit des vrais utilisateurs. C'est pas des clients, c'est pas le marketing, c'est pas le représentant, c'est pas le gars qui en fait bosse dans la boîte et qu'on a dissimulé. On a bien fait attention, qui ne travaille pas à la SNCF, qui n'ait pas d'affinité avec la SNCF, que ce soit de vraies personnes qui prennent le train. Et on les a fait venir. On leur a donné un produit au bout de 2 semaines. Je ne vous dis pas la tête du produit. Ils ne faisaient pas grand-chose. Parce que imaginez, back-end, application iOS, application Android, au bout de 9 jours de développement, c'est pas très riche comme produit. Ça ne fait pas des tonnes de choses. De mémoire, il affichait le tableau de gare. On lui donnait une gare, il affichait le tableau de la gare. Mais c'était déjà pas mal, ça permettait aux utilisateurs de dire ton tableau de gare, j'y comprends rien, ton train, je le vois pas bien, dans cet ordre-là, ça ne me va pas, à quoi ça sert, etc. Et après, toutes les 2 semaines, on leur a donné une nouvelle version, jusqu'à ce qu'on donne la version au grand public. Et ils nous ont fait des retours, parce qu'on leur a parlé. On leur a parlé tout le temps. On leur a parlé tous les jours. Ils nous faisaient des retours, ils nous envoyaient des mails, on leur téléphonait, ils nous disaient ce qui n'allait pas. On avait des utilisateurs qui, des fois, avaient des anomalies, des problèmes. À ce moment-là, quand ils avaient des anomalies, des problèmes, on mettait un casque de téléconf à un développeur. Et on disait, hey, appelle-le là, parce que un bug, le gars. Lui, il peut te l'expliquer parce que c'est lui qui a le problème. Et alors c'était assez rigolo dans l'open space, parce que c'est un petit peu nouveau quand même. On a un utilisateur final qui est en train de parler à un développeur qui est en train de corriger le bug. C'est cool en fait. On s'est évité des tickets Jira que personne ne comprend, ou des tickets de bug tracker. Personne ne comprend ce truc-là. C'est du chinois. Il y a 3000 personnes qui ont réinterprété le machin dans une espèce de workflow pour faire avancer le ticket, que jamais personne n'a compris. Les gens ils appuient sur les boutons parce qu'on a dit d'appuyer sur le bouton, mais ça fait quoi en vrai? On n'en sait rien, ça renvoie des mails, ça fait ping-pong, attribue l'anomalie. Le seul truc que ça fait en fait, c'est des super graphiques qui semblent rassurer certaines personnes. Mais ça ne corrige pas l'application. On s'est vite aperçu que c'était beaucoup plus efficace de contacter la personne qui avait l'anomalie et de lui corriger son anomalie. On continue à leur parler aujourd'hui. Depuis quelques semaines que c'est sorti, il y en a 100 000. Et je vous assure que si vous téléchargez l'application, vous avez un vrai problème qu'on n'arrive pas à reproduire. Vous envoyez un feedback. On va vous répondre. Même si vous êtes 1 sur 100 000. Si on n'arrive pas à le reproduire, on va vous demander si on peut vous appeler. Et un développeur va vous appeler. Et quand il y en aura 8 millions, si on arrive à 8 millions, on continuera à les appeler. On continuera à leur parler. Parce qu'on va plus vite. Et parce qu'ils sont plus contents, évidemment. Bon, ça commence à aller mieux. On va commencer à guérir. Donc, comment on a fonctionné? On avait une idée, petite idée, tableau de gare la première. On a fabriqué un petit produit en 10 jours. On l'a donné aux utilisateurs qui nous ont dit ce qu'ils en pensaient. Des fois, ils n'étaient pas gentils. Alors, ce qui est intéressant avec nos utilisateurs, on avait des utilisateurs hyper intéressants à qui on a rarement accès. On avait des non-voyants. On n'y pense pas à ça. En général, on y pense un peu. Il nous en a appris des choses. On a eu un peu peur de son chien au départ, parce qu'il était super balèze. Mais le chien était cool. Et je peux vous dire que faire vraiment une application avec du Tollback ou du VoiceOver, pas pour faire joli, pas pour obtenir une norme d'accessibilité, mais pour que la personne qui est non-voyante puisse vraiment l'utiliser, c'est un sacré boulot. Et en fait, on croit savoir, on ne sait pas du tout. Et là, c'était intéressant d'avoir ces personnes-là. Il y avait des personnes à qui on a fait rater le train. C'était pas mal aussi. Parce que, quand on construit une application, elle n'est pas fiable dès le premier jour. Et il y en a, ils étaient tellement contents, tellement enthousiastes d'utiliser notre application qu'ils lui faisaient confiance. Et après, des fois, on avait des feedbacks. À cause de vous, j'ai manqué mon train aujourd'hui, j'étais en retard au travail. Ah oui. Bon, désolé, on essaiera de ne pas recommencer.
Et bon, ce qui prouve que la fiabilité du truc, c'est important et qu'il faut faire attention. Enfin, ça aide les gens à prendre conscience que le bug, c'est peut-être plus grave que ce qu'on croit, parce que rater le train, ça peut être ennuyeux, quoi. Donc, effectivement, on construit cette application et on sait, on a vu, vous avez vu tout à l'heure Amazon machin, Feature Team, etc. On sait construire plus vite. On a fait plein de trucs pour construire plus vite. Ça, c'est génial. Oula, ça fait bing bing. Alors, ça, c'est cool. On sait mesurer plus vite, parce qu'on parle en direct aux utilisateurs, tac, 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 on les a, on arrive à collecter les besoins plus vite. Ça, c'est pas mal. Reste un truc. Ah, si je fais à l'envers, évidemment. Paralysie de l'entreprise. Ça y est, les revoilà. Les stakeholders, la politique, les décideurs. Bah oui, on est dans une entreprise emblématique, traditionnelle française. Qui a déjà fait d'énormes progrès quand même, je signale, parce que c'est pas n'importe où qu'on a le droit de faire tout ce qu'on a fait. En général, on se fait engueuler avant. Et là, on a pu. Mais on a un petit problème quand même. Hein. C'est que aujourd'hui, apprendre et décider plus vite. On n'a rien fait là. Vous avez une idée de comment on pourrait faire ça? On a presque tout. Et on a la paralysie de la décision. Vous savez le truc qu'on appelle? Moi j'ai une petite allergie à l'acronyme qui commence par CO. Co-proj, co-mex, co-dia, co-pile, co-machin, co-bidule. Enfin tous les co où il y a plein de gens qui sont autour d'une table, qui se regardent, ils ne savent pas trop de quoi ils vont parler. Donc il faut un ordre du jour. Dans le meilleur des cas, ils ont une liste de tâches avec des actions. Donc le but de l'action, c'est de dire j'ai pas fait et je remets au prochain co. Ou alors, si c'est grave et que ça chauffe, je monte l'action au co supérieur. Peut-être qu'un jour, je verrai l'action faire autre chose que de se balader entre les co dans le temps et verticalement. Mais pour l'instant, l'action, elle passe de co en co. Parce qu'évidemment, personne ne sait quoi faire dans le comité, effectivement. Donc il faut décider plus vite. Comment on va faire pour décider plus vite? Avec des tonnes de gens. Eh ben, décider en fait, c'est pas toujours s'endormir dans le coproche, regarder les SMS sur le smartphone, se dire devant l'ordinateur, ah merde, il n'y a pas de connexion dans la salle, je peux pas regarder Facebook. Bon, si je tweetais que je suis en coproche, non, ça fait pas cool, donc je vais pas le faire non plus. On peut faire autrement. Alors, on n'est pas obligé de faire ça en fait. C'est ça, il y en a un qui essayait de bosser, il est en train de se pendre. Il y a l'autre, elle finit dehors. L'autre, elle fait genre, elle bosse. Mais en fait, elle est en train de préparer le menu de son repas de ce soir. Alors ça, c'est des faux. Et je vous ai pris les vrais. Parce que j'ai pas l'intention de mentir. Mais vaut mieux. Hein. Ils ont l'air plus contents quand même. Effectivement, on n'est pas obligé d'écrire, on n'est pas obligé de faire du reporting. Alors appelez comme vous voulez. Hein. Innovation Games, Serious Games, Gamestorming. Le nom, on s'en fiche en fait. L'important, c'est qu'il y a des modèles pour arriver à décider, à travailler, qui sont d'abord beaucoup plus fun et beaucoup plus rigolos. Que de faire des co et des listes d'actions dans des tableaux Excel imbitables que personne n'a envie de lire. On peut faire des jeux. Plein de jeux. Qu'est-ce qu'on va faire comme jeu? Et qui va faire les jeux? Ben, tout le monde va faire des jeux. Y compris le top manager, il va faire des jeux. C'est simple. Hein. Aujourd'hui, comment ça se passe quand quelqu'un a une idée, un besoin, que ce soit donc un utilisateur ou même l'entreprise? Des fois, on veut bien écouter, on n'est pas méchant. Hein. On écoute l'entreprise qui a des idées. Ben, l'entreprise, elle a des canevas, elle a des jeux, et il faut qu'elle joue. Et si elle ne joue pas, ben, pas de bras, pas de chocolat, pas de fonctionnalité.
Eh ben, bon, au début, ils disent non mais attends, il n'est pas sérieux le gars. Moi je suis directeur de machin bidule, moi je suis responsable de machin truc, moi je fais mon boulot depuis 40 ans comme ça. Oui bon, mais d'accord, en attendant tu fais comme ça, mais si tu joues pas, bah, tu feras pas. Tu n'auras pas. Et ça, il sera pas. Et puis c'est pas grave, parce que si tu n'as rien à me donner à manger, toi en tant que stakeholder super chef, moi j'ai des millions d'utilisateurs qui ont plein d'idées. Et les jeux avec les utilisateurs, on les a fait aussi. C'est-à-dire que nos utilisateurs, on les a fait venir, on les a fait jouer. Donc on leur a fait des jeux pour voir comment ils pouvaient utiliser l'application, qu'est-ce qui pouvait apporter de la valeur, quelles étaient les meilleures fonctionnalités, qu'est-ce qui pourrait les intéresser, comment on pourrait innover à l'intérieur, comment créer ensemble cette application. Et on a fait jouer tout le monde. Comme les utilisateurs jouaient, l'entreprise a commencé à jouer. Et aujourd'hui, tout le monde joue. Quand je dis tout le monde, il n'y en a pas un qui ne joue pas. Ils le font vraiment. Au début, ils ont trouvé bizarre. Puis après, ils ont trouvé c'est quand même moins pénible que d'écrire 3 km de spec que personne ne va lire. Que personne ne va plus jamais mettre à jour. Que tout le monde va perdre. Parce que, évidemment, on n'a pas de truc de partage électronique. Alors, évidemment, on va la paumer. Puis, de toute façon, celui qui va la recevoir pour mettre en œuvre ce qui est écrit sur cette super spec, qui va en lire 1/10, il n'aura pas la bonne version. Donc, il va faire le mauvais truc. L'avantage, c'est qu'avec ça, on met des gens qui développent, les gens qui réalisent, là, les petits rigolos qui s'éclatent, avec des gens qui décident. Donc la gentille dame ici présente est la responsable de tout ce joyeux désordre au sein de la SNCF. Et elle n'a pas l'air fâchée. Hein. Elle est cool. Elle fait travailler son petit esclave à côté. Qui est aussi un responsable, donc ça va. Lui, il écrit, et puis elle lui dit ce qu'il faut qu'il écrive. Et effectivement, ils jouent avec des empathy maps, ils essayent de regarder qui sont les utilisateurs, comment sont ces feedbacks qu'on a pu recueillir des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils souhaitent, quelles sont les opportunités, qu'est-ce que ça veut dire de les représenter. Il y a des gens qui sont familiers avec tous ces jeux ici. Ça vous parle? Un peu? Je ne vais pas vous faire une description maintenant, ça serait un peu trop long. Puis je vais vous barber. Mais en gros, ils ont une série de jeux à faire. La première série de jeux, c'est voir si la proposition qu'ils ont, l'idée qu'ils ont, s'adapte bien au contexte, à ce qu'on va fournir comme valeur à l'utilisateur. Une fois qu'ils ont fait ça, ils regardent, on a ce qu'on peut appeler des personas, qui s'appellent des empathy maps chez nous. On a des super couleurs. On a Nabila. Nabila, inspirée de la vraie Nabila de la télé-réalité. Elle fait des trucs super, Nabila. Elle déteste les quais de la gare parce que ça glisse avec ses loups boutins. Elle a jamais de batterie dans son portable parce qu'elle arrête pas de tweeter et d'envoyer sa tête sur des selfies sur Instagram. Donc elle peut pas valider ses passes quand on lui dématérialise ses passes. Elle a des vrais problèmes. Hein. Dès qu'il y a un truc qui marche pas, elle tweet sur toute la planète et comme elle a des millions de followers, tout le monde a l'impression que l'ensemble de la France est paralysé. Il se passe des super trucs. Elle trouve que ça pue dans le RER. Elle déteste ça. Elle voudrait un wagon pour elle toute seule. Il y en a beaucoup des Nabila en fait. Non, c'est vrai, je vous jure qu'il y en a. Prenez le train, il y en a. On a Josiane aussi. Alors par exemple, Josiane, on fait des applications numériques. Josiane, elle a 72 balais, elle est complètement à l'ouest. Et Josiane, en fait, elle comprend rien à son téléphone. Donc, il faut arrêter de vouloir faire des applications pour Josiane. Parce que quand on arrive dans les grandes entreprises, on veut toujours faire des applications pour tout le monde. Mais Josiane, elle ne sait déjà pas comment elle déloque le téléphone pour composer un numéro. Donc, elle n'est pas appuyée sur une application pour savoir où elle va aller. Et on arrête de faire des applications pour Josiane, parce qu'on ne peut pas faire des applications pour Josiane. Et puis après, on en a qui ont des familles, on a des compliqués, on a des psychopathes de l'information. Ils veulent l'information même si ça leur sert à rien, mais ils la veulent. Et s'ils ne l'ont pas, ils disent qu'ils ne sont pas assez informés. On a plein comme ça. Et petit à petit, avec nos vrais utilisateurs. On dit tiens, lui il ressemble à lui, tiens, lui c'est un peu lui, ouais, lui on pourrait le faire enrichir et on les fait vivre comme ça. Et donc on regarde, ok, j'ai une idée, elle concerne qui? Donc en général, elle ne concerne jamais Josiane d'ailleurs, parce que Josiane n'aime pas le téléphone. Et quand il y a une idée pour Josiane, on dit ah, c'est pour Josiane, alors oublie, on ne va pas faire. Et une fois qu'on a nos petits bonhommes, on dit tiens, je vais regarder si ça a de la valeur. Donc on va tester notre idée en fonction de ces petits bonhommes, de leur caractère, de comment ils réagissent. Alors vous pouvez essayer d'aider Nabila, elle n'a rien à faire. Nabila, par contre, si vous lui faites un tweet, un truc partagé sur Twitter, ma perturbation, le truc qui ne marche pas, elle est contente.
Et c'est cool, elle a pu tweeter un truc, elle est joyeuse. Il y en a d'autres qui ont besoin d'informations, de partager leur trajet. Et comme ça, on trouve si la fonctionnalité a de la valeur. Une fois qu'elle a de la valeur, on va la passer dans une autre moulinette pour savoir ça veut dire quoi de la faire. On a besoin de qui? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a de la donnée pour le faire? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est simple? Est-ce que quand je vais le donner comment? Ça va bien se passer? Je le fais avec iOS, je le fais avec Android, je le fais avec les deux. Et une fois qu'on en est arrivé là, alors la fonctionnalité va dans le backlog. Bon, je vous dis pas, ça écrame. Hein. Il y a même des gens qui ont dit non mais en fait il a assez de fonctionnalités ce produit, c'est pas la peine d'en rajouter, hein, ça va. Bon, c'est juste que le petit passage là il demande de vraiment réfléchir si ce qu'on fait c'est utile. On fait ça pour les retours des utilisateurs, on fait ça pour ce que souhaite l'entreprise. Et tout le monde joue comme ça. Celui qui joue pas comme ça, pas de fonctionnalité. Voilà un petit peu comment marche toute cette histoire-là. Alors, évidemment, je ne vous présente pas le produit lui-même, hein, parce que vous avez des smartphones, vous allez le télécharger. Faites vos feedbacks si vous voulez tester, si on répond vraiment. Trouvez une sacrée anomalie quand même, parce que si on arrive à la reproduire, on ne va pas vous appeler. On va juste la corriger. Suggérer des choses, et regardez si vous avez une vraie bonne idée. Vous la verrez peut-être 15 jours après. Et comment ça tient tout ça en fait? Parce que là, quand même, vous allez certainement me poser la question après quand on va boire un verre, mais comment est-ce que toutes ces choses-là tiennent la route, tiennent ensemble, collées, et comment ça continue à fonctionner dans une entreprise qui, quand on la regarde, bah, c'est pas l'image qu'elle donne. Pourtant, c'est vraiment ce qu'elle fait. Donc je me suis dit, après ils vont croire que je suis un menteur. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu quelques secondes de comment ça se passe dans cette entreprise. Comme ça. Je vous en ai pas mis plus parce que il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est ça qui tient en fait. C'est ces têtes-là, c'est la capacité de plonger dans une piscine à balles quand j'ai une anomalie en production. De faire rigoler tout le monde toutes les 2 semaines en disant c'est cool, on va l'envoyer aux utilisateurs. Alors, on espère qu'ils vont être contents. C'est d'avoir une banane comme ça tous les jours parce que je sais que ce que je fais, c'est pas, je le fais pas parce qu'il faut le faire, mais je le fais parce que j'ai envie de faire plaisir à tous ces utilisateurs qui sont dehors. Et en plus, c'est dur de faire plaisir aux utilisateurs quand on est à la SNCF. On part pas d'une super image. Hein. Par défaut, on n'a pas 5 étoiles. Hein. On n'est pas Citymapper. Hein. Non. Par défaut, on n'est pas réputé pour être des gens sympas, évident. Il y a des gens qui disent faites d'abord arriver les trains à l'heure. Bien sûr, les gros malins. Oui, bah oui, ils n'ont pas tort, mais si c'était facile. Mais ce qui tient en fait les gens et ce qui les fait tenir, les fait faire un produit sérieusement, tenir des architectures, se forcer à livrer quelque chose toutes les 2 semaines, arriver à écouter toujours les utilisateurs, c'est de se dire bah, je vais gagner une étoile sur mon store parce qu'ils vont être contents. Il y a des utilisateurs des fois qui disent merci. Ça c'est cool, un utilisateur qui dit merci. Un utilisateur qui pense qu'on l'a écouté, enfin qui a l'impression vraiment, qui a le sentiment qu'on l'a écouté, il avait vraiment besoin de quelque chose, on a fait quelque chose pour lui. Ça c'est génial. Et en fait, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de pattern ultra management, il n'y a pas de gros schéma de attention, j'ai fait mon lean startup comme ça, il n'y a pas de attention, j'ai organisé mon entreprise selon le processus défini par machin d'agilité, lean startup à l'échelle, etc. Que dalle. Ce qui tient, c'est ça en fait. C'est que ces gens-là, ils sont contents. On a réussi à créer des valeurs avec toutes ces personnes-là. On a réussi à leur faire prendre conscience que ils bossent dans une entreprise, mais ils bossent pour un utilisateur. Et ça, c'est important. Que venir au boulot tous les jours, c'est pas s'emmerder. Ça peut être sympa le boulot. On peut travailler, être productif et faire quelque chose de sympa. Et ils ont appris aussi qu'il n'y a rien qui est impossible. C'est pas impossible de faire du pole dance
sur un porte-manteau en plein milieu d'un open space, et en même temps de faire une application que j'exploite en production avec 8 millions d'utilisateurs derrière. Ça se fait. C'est pas impossible d'arriver et de faire un groupe de rock le soir et de venir faire le concert dans mon open space. On a des guitares, on a des voitures télécommandées, on a des circuits de voitures, on a des piscines à balles, on a plein de choses. Et c'est pas interdit de s'amuser et de travailler sérieusement. Et le fait d'être content quand ils viennent bosser tous les jours, c'est ça qui fait que même si on pousse loin les patterns de management, l'autogestion, la responsabilité, les gens, ils ont envie de faire un beau boulot. Ils ont envie de bosser ensemble. Le matin, ils viennent pas reculons. Ils disent pas, il faut que je me lève. Et du coup, le produit, il est bien. Les développeurs, quand ils ont l'utilisateur au téléphone et qu'ils ont réussi, je vous jure que quand il y a une anomalie d'un utilisateur, le développeur, il lâche rien jusqu'à ce qu'il ait corrigé l'anomalie et que l'utilisateur il dise « Ah ouais, merci beaucoup, ça y est, ça marche ». Il ne va rien lâcher si ça ne marche pas, il va refuser de partir à la maison, il va refuser de rentrer, il va dire non, je corrige le truc là parce qu'il m'a appelé, je l'ai appelé, il y a un problème, il faut que je puisse lui dire que j'ai corrigé. Et ça roule. Et voilà comment on fait. Ça vous a plu ? En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. Et si vous avez des questions, c'est peut-être maintenant. Pour quelques questions pour la télé. Si vous ne voulez pas passer à la télé, allez, on commence par là, on va par là, on tourne. Allez, c'est parti. Question. Comment vous avez fait pour faire sauter la partie politique et managériale du projet ? Alors, excellente question. Comment a-t-on fait pour faire sauter la partie politique et managériale du projet ? Intéressant. Bon, je vous dis la vérité, hein, je suis transparent. En fait, on a eu de la chance. La chance, c'est pas étranger. La partie politique et managériale du projet a été très complexe. Elle était tellement complexe qu'elle avait énormément de difficultés à se structurer et à s'organiser. Donc on a fait boum. Ils avaient imaginé une organisation. Le deuxième jour, un Kanban, ça parle à tout le monde ? Ouais. On a pris l'ensemble des intervenants sur ce produit-là. Des intervenants qui allaient réaliser, développeurs, etc. Je leur ai dit, ok, maintenant on a un produit à faire, on va faire le produit le meilleur du monde qui intéresse les utilisateurs. J'avais pris les managers anciens, et j'ai demandé à toutes les personnes qui allaient être opérationnellement impliquées dans le projet, dans ce produit-là, pour le faire réussir. Oublie ton boulot, oublie ton job, oublie ton poste, oublie ce que tu fais tous les jours, dis-moi ce que tu aimerais faire pour faire réussir ce projet, et décris-moi rapidement, c'est quoi ta vie de tous les jours si tu fais ça. Chacun a écrit ce qu'il aimerait faire. Alors c'était... Attention, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire qu'un testeur dit qu'il veut être développeur, qu'un développeur back-end dit qu'il veut développer de l'Android, qu'un développeur iOS dit qu'il veut aussi faire de l'Android, ou un autre dit qu'il aimerait bien faire ses tests, puis ils décrivent les tâches, et puis ça semble être cohérent, qu'un créa dit moi j'aimerais bien apprendre à développer. Ok, on prend tout ça. Maintenant on prend le produit en production qui ravit les utilisateurs. Et on trace un tableau Kanban jusqu'à l'idée, à l'envers. En faisant des cases, et quand on trace le tableau, on fait bien attention à ce qu'on dit les gens, on garde en mémoire ce qu'on dit les gens. Et on obtient ces endroits où ils travaillent, et puis d'un seul coup, on dit, bah tiens, regarde, c'est ça que tu fais ? Ah oui, c'est ça. Ok. On trouve plein de nouveaux rôles qui n'existaient pas, qui étaient différents. On dit, ben voilà, c'est comme ça qu'on va bosser. Dans ce cas-là, les managers, les politiques, ils disent qu'est-ce qu'il a fait là ? J'ai rien compris. RH Police a interdit ça absolument. Fiche de poste, waouh, salaire, etc. Management Police, au secours. Sauf qu'il y a une meilleure solution ? Non. Et puis c'est compliqué quand on a 5, 6, 7 managers de dire à 25 personnes, tu sais quoi en fait, ce que tu aimerais faire dans ta vie pour donner de la valeur au produit que tu vas faire, tu ne vas pas le faire. Il y a un effet de friction, opposition. Attention, un manager, c'est comme le petit qui aboie très fort. C'est courageux quand il y a beaucoup. Beaucoup, c'est ensemble. Mais quand il y a tous ces développeurs qui montrent vraiment quand même, ou développeurs créa, etc., personnes qui veulent travailler sur le produit, qui montrent une implication, une envie de réaliser le produit, une envie de le faire réussir, qui viennent de décrire comment ils veulent le faire réussir. Il
faut un sacré culot ou un sacré manque de respect pour aller dire non, en fait, tu feras pas ça. Et ils le font pas. Et donc, ils les laissent faire. Après, deuxième truc, il y a une cartouche pour le faire. Il ne faut pas la rater. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils laissent partir, mais ils se disent, première fois que tu vas te planter. Alors toi, le coach, là, lui, là, toi, tu sors, mais tu reviens plus jamais, tu ne rentres plus jamais. Et les autres, là-bas, ils repartent comme avant, mais ils se testent définitivement. Donc après, il ne faut pas se planter. Mais le départ, le lancement, c'est suffisant pour donner l'impulsion et pour dire, bon, tiens, qu'est-ce que je perds ça n'a pas l'air compliqué, je vais essayer. Après, il ne faut pas se gaufrer. Politiquement, je ne dirais pas qu'on est adoré en tant qu'équipe. On fait tout différemment. On est un peu tête de mule. On fait du bruit dans l'open space. On fait énormément de bruit. On est pas sage. On a des technologies différentes. On a des façons d'aborder la production un peu exotiques. Ouais, mais il n'y a pas de bug. Hein. Ça marche. Les utilisateurs, ils sont contents. Donc maintenant, ça tient. Voilà comment on fait. Mais j'appelle ça du piratage bienveillant. Jack Sparrow. Jack Sparrow, il marche un peu comme ça. Personne ne sait jamais où il va dans le film. En fait, on ne sait jamais trop ce qu'il veut faire. Mais lui, il le sait. Et bizarrement, il tombe jamais, le gars. On fait un peu comme ça. Alors, on va faire... Comment est-ce que vous avez réussi le coup d'Amazon? Alors, comment on a réussi à être hébergé sur Amazon Web Services? En fait, il y a beaucoup de blocages dans les entreprises qui sont de faux blocages. Aujourd'hui, j'ai cherché d'abord qu'est-ce qui pourrait faire peur avec Amazon. Les données à l'étranger, c'est juridique. La sécurité, c'est la sécurité. Ces deux départements, en général, sont mal aimés dans l'entreprise. Ils sont craints. Mais ils sont gentils. Je suis allé les voir. J'ai trouvé des dames charmantes juridiques qui aimaient les chocolats, qui aimaient les bonbons. Je suis allé voir les gens à la sécurité qui, en fait, ils se disaient la sécurité, c'est dangereux. Et avant qu'ils viennent me dire, c'est pas bien ce que tu fais. On construit des présentations, on a amené les chocolats, on a amené des documents Amazon, on a traduit certains documents Amazon, on a recherché des SLA, on a recherché des cas d'exemple. En fait, on a monté un dossier d'avocat, de jurisprudente, à donner au juridique, en donnant un peu plus de chocolat, et en disant, est-ce que tu penses que tu pourrais m'étudier l'opportunité d'aller chez Amazon? Et est-ce qu'il y aurait des problématiques sur les données, les types de données, en étant très honnête par contre sur les données, etc. Ben, ces gens-là, ils ont étudié parce qu'ils ont dit, bah, tiens, c'est intéressant, j'ai jamais fait, j'ai jamais regardé Amazon, je vais regarder. Sécurité, on a commencé à expliquer tout ce qui se passait à l'intérieur des security zones Amazon, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait verrouiller, qu'est-ce qu'on pouvait sécuriser, tous les schémas qu'on avait en parlant le vocabulaire de la sécurité. On leur a dit, si on faisait ça, est-ce que pour vous ça poserait un problème? Ben, évidemment, les deux ont dit non, non. Et quand on est arrivé en disant, là, il faut qu'on aille sur Amazon, c'est urgent. Évidemment, vous avez dit, ah non, c'est pas possible. Ah, et pourquoi c'est pas possible? Ah ben parce que la sécurité des données, ça passera jamais, le juridique, c'est pas possible, parce que c'est Patriot Act, etc. Et à ce moment-là, ah ben, justement, j'y pensais, voilà, alors le dossier sécurité, la division sécurité, elle a validé, le dossier juridique, la division du juridique, elle a validé. Maintenant, pourquoi je peux pas y aller? Il n'y a plus d'arguments. Bon, ben je vais y aller. Et c'est comme ça qu'on a réussi. C'est l'anticipation, hein. On savait où allaient être les arguments bloquants. On avait besoin d'une décision rapide. On a préparé les arguments bloquants d'abord. Et on a validé immédiatement après. Parce que quand on a levé les deux bloquants principaux, il en manque des arguments pour dire qu'on ne peut pas y aller. Et évidemment, en général, Amazon, juridique, sécurité. C'est réglé. Oui. Jusqu'à quel point, à part l'équipe de dev, enfin l'équipe de base, les managers et les sponsors étaient sensibilisés à tout ce qui agit? Parce qu'on arrive à un point, même si on arrive à montrer, quelque part, il faut déjà pouvoir commencer, pour arriver le deuxième jour à déchirer les specs. Ça veut dire que quelque part, il y a eu peut-être un avant-goût, quelque chose qui a été mis dans leur cerveau, un peu inception.
Alors, quel était le niveau de maturité en fait de l'écosystème dans lequel on est arrivé? Si je dis la vérité, je vais finir par que ça va sur YouTube. Mais c'est sur YouTube. Je vais finir par ne plus travailler. Mais c'est pas grave, j'irai travailler ailleurs. Je pense qu'il y a plein d'endroits sympas. En plus, c'est pas négatif. Je pense qu'il y avait une impression de connaissance de l'agilité qui était très forte. Quand je suis arrivé, on m'a dit, ici, on est à 97% agile. Si vous suivez ma phrase, il y a un piège. Celui qui est né à dire, je suis à 97% agile, il n'a rien pipé. Il y avait un sentiment de savoir ce que c'était l'agilité. Niveau de maturité, agilité, zéro. Zéro. Parce que c'est simple, hein, moi j'ai vu un Rex dans le même écosystème, un retour d'expérience sur 3 ans de coaching agile à cet endroit-là. J'ai suivi le Rex, très intéressé. Je me suis aperçu qu'un par an, on faisait tomber les principes du manifeste. On définissait des processus. On faisait de la documentation. On avait des contrats clients-fournisseurs entre la MOA et la MOE. Des product owners et la technique. Et la réussite, c'était le suivi du plan. Ça, c'était dans le Rex Agilité. De 3 ans d'agilité parfaite. La classe. Quand j'ai déchiré les specs, et que j'ai dit j'en ai rien à faire, que j'ai demandé aux gens c'est quoi ton rêve. Vous savez, comme dans Pretty Woman, quand elle arrive au début, il y a le mec là qui court, il est tout content, il est là, il est à Hollywood, et il dit c'est quoi ton rêve? Il se prend pour Martin Luther King et tout. Ah ben, justement, c'était un coup de poker. Je me suis dit, c'est tellement barré le truc. C'est soit il me jette par la porte, enfin il va falloir me soulever parce que je ne pèse pas 10 kilos, ça va être un peu compliqué, mais il faut en sorte que je ne rentre plus dans la boîte, ou soit il me laisse là. Mais à moitié, ils ne pourront jamais faire. Parce que c'est trop fort, quoi. Au milieu des managers, aller dire aux gens c'est quoi ton rêve, déchirer les specs, il n'y a plus de solution. C'est soit la porte tout de suite dans les 5 secondes, ou soit tu restes et tu as réussi. Solution 2. Mais ce n'est pas la maturité de l'agilité qui a fait les choses. Des fois, ça ne marche pas. Alors, on va continuer après pour les questions off. Je m'en vais pas, je m'échappe pas, vous posez 10 000 questions. En tout cas, merci encore et à continuer. Merci à vous.